Audiolib présente Une terre promise, les mémoires présidentielles de Barack Obama, lues par Jérémy Covillo. Écoutez son incroyable parcours, de sa jeunesse au bureau ovale de la Maison-Blanche. Je lisais aussi sur leur visage une certaine stupéfaction, comme s'ils avaient du mal à croire que cet homme grisonnant en costume-cravate était bien le même que l'ado mal dégrossi qu'ils avaient connu autrefois. Un récit fascinant et intime de l'histoire en marche. Un livre audio disponible en librairie et sur audiolib.fr. Tout juste 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1. Voilà, je suis vacciné, c'est un soulagement parce qu'on a aussi des petits-enfants et qu'on a envie aussi de rencontrer la famille. Le symbole de l'accélération promise de la campagne de vaccination, le Stade de France a ouvert ses portes aujourd'hui. Il rejoint la liste des grands centres voulus par le gouvernement. Bug en série pour la reprise de l'école à distance dans plusieurs régions. Cela n'a pas empêché Emmanuel Macron de se connecter avec des élèves de 3e en plein cours d'histoire géo. Et il leur a notamment annoncé qu'a priori, ce confinement serait le dernier. Les enfants des soignants et des personnels prioritaires, eux, ont retrouvé leur classe et leurs enseignants. Pas vraiment jaloux, vous l'entendrez, de leurs petits camarades qui restent à la maison. Au sommaire également ce soir, va-t-on enfin retrouver le corps d'Estelle Mouzin ? Les fouilles ont en tout cas repris aujourd'hui après les indications de Monique Olivier. Recréer de la peau artificielle. Une entreprise française, Urgo, se lance ce défi. Elle va investir 100 millions d'euros dans le projet. Et puis le retour du grand froid, branle-bas de combat pour protéger les plantations, les vignes notamment qui sont très fragiles à cette époque. La bourse de Paris a terminé en hausse de 0,47% ce soir à 6131 points. La météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa. Bonsoir Julien. Le soleil brille mais il fait un froid glacial. Oui, alors demain, ce qu'il faut retenir de cette information, c'est que vraiment le ciel sera lumineux et ensoleillé sur presque tout le pays. Les températures, elles chutent encore avec de nombreuses gelées matinales. Je vous dis tout à la fin du journal. Europe 1. Écoutez le monde changer. Depuis ce matin, le Stade de France s'est donc transformé en vaccinodrome géant. Oui, avec l'objectif à terme 10 000 injections par semaine. Et Yasmina Katou, vous avez passé la journée sur place, vous y êtes d'ailleurs toujours, et vous avez rencontré, Yasmina, des nouveaux vaccinés très soulagés. Oui, c'est le cas de Nordine. Cet habitant de Seine-Saint-Denis attendait avec impatience de se faire vacciner. À 70 ans, il sort du chapiteau avec un précieux sésame en main. Et là maintenant vous avez votre petit papier qui dit que vous êtes vacciné. Voilà, je suis vacciné, puis j'ai un rendez-vous pour le 4 mai pour la deuxième dose. C'est un soulagement parce qu'on a aussi des petits-enfants et qu'on a envie aussi de rencontrer la famille, donc ça nous permet aussi de reprendre une vie normale en fait. Oui, c'est ça. Dans le box d'à côté, un étudiant en médecine a enfin pu recevoir sa dose à seulement 23 ans. Il voulait rassurer ses patients en gériatrie. Je suis bien avec monsieur Esside Majed. C'est ça. Vous êtes professionnel de santé ? Oui. Bras gauche, bras droit ? Gauche. Je pourrais voir la fiole. Qu'est-ce qui est écrit alors ? Pfizer. Rassuré ? Ouais, rassuré. Et puis sous les chapiteaux, il y a d'autres candidats au vaccin, pourtant non éligibles. Jean a reçu le précieux sérum A. 64 ans. Mais à l'intérieur, ils vous ont pas embêté pour vous dire que vous n'avez pas de comorbidité ou quoi ? Non. Ils m'ont juste demandé mon âge. Ils m'ont demandé si j'avais, comme vous dites, la comorbidité. J'ai dit non et puis ça s'est bien passé. Non, ils ne m'ont pas embêté du tout. Jean recevra sa deuxième dose dans un mois tout pile. Comme lui, d'autres sexagénaires sans comorbidité se sont fait vacciner aujourd'hui. Merci beaucoup. Yasmina Katou, en direct du Stade de France. On précise qu'une quarantaine de vaccinodromes sont ouverts ou en passe d'ouvrir dans tout le pays. Et puis aujourd'hui, c'était également le début des vaccinations dans les hôpitaux militaires. Concernant le vaccin AstraZeneca, l'Agence européenne des médicaments indique ce soir qu'elle est toujours en train d'évaluer de potentiels liens avec les rares cas de thrombose observés. Un peu plus tôt, pourtant, l'un de ses responsables faisait part, lui, de liens avérés. Bis repetita pour l'école à distance qui, comme l'an dernier, a connu aujourd'hui des débuts assez laborieux. Bugs et cyberattaques au programme de l'école à la maison, saison 2, des serveurs numériques inaccessibles ou défaillants dans 6 régions. Explication, ces serveurs dépendent de l'opérateur OVH qui a été victime, vous le savez, il y a plusieurs semaines d'un incendie à Strasbourg. Le ministre de l'Éducation a aussi parlé d'attaques informatiques sur le site du CNED, Ma classe à la maison, mais ça va un peu mieux ce soir. En tout cas, cela n'a pas empêché Emmanuel Macron de dialoguer en visioconférence avec des élèves d'une classe de 3e du collège Itard à Oraison, dans les Hautes-Alpes. Un collège qui reste ouvert pour accueillir des élèves enfants de soignants ou de personnel prioritaire. Alors, il est intervenu, le président, en plein cours d'histoire géo. Imaginez, tiens, Emmanuel Macron qui apparaît dans la classe. Et le président leur a annoncé qu'a priori, ce confinement serait le dernier. Bonjour à vous et bonjour à tous vos élèves. Bonjour à tous. Bonjour. En tout cas, merci beaucoup
de m'accueillir quelques instants. Je voulais vraiment vous remercier, à travers vous remercier également vos parents. C'est important de continuer, de perdre le moins de temps scolaire possible durant cette période. On doit freiner le virus, mais continuer à apprendre. Moi, je tiens beaucoup à ce que l'école reste ouverte au maximum. On pense quand même qu'on aura, par cet effort collectif là, des 4 prochaines semaines, bien freiné le virus un peu partout. Et puis on aura continué d'accélérer la vaccination, ce qui nous permettra d'être dans une situation plus confortable et de continuer cette course de vitesse en quelque sorte, de prendre le virus en tenaille entre les mesures de freinage, que vous connaissez bien maintenant, et la vaccination. Et donc je pense que jusqu'à la fin de l'année scolaire ensuite, il ne devrait pas y avoir à nouveau de confinement. Échange donc cet après-midi entre le président et des collégiens des Alpes de Haute-Provence. Les enfants de soignants et des personnels prioritaires, on le disait, sont eux accueillis depuis ce matin dans les classes afin de permettre à leurs parents d'aller travailler. Et c'est le cas notamment à Beauzelle, près de Toulouse, où vous vous êtes rendu, Benjamin Peter, avec des enfants plutôt contents d'être à l'école plutôt qu'à la maison. Oui, il faut dire que beaucoup ont testé aussi l'école à la maison l'année dernière et Andrea, dont la mère est sage-femme et le père travaille à Airbus, préfère de loin faire son exercice de grammaire sur les adjectifs en classe. J'aime pas trop être à la maison parce que je suis toujours seule en train de faire le travail. Je préfère être à l'école parce que je travaille mieux, je comprends mieux et tout ça. Et puis on se fait aussi de nouveaux copains qui viennent d'autres écoles de la commune. Sandra Da Silva s'est portée volontaire pour enseigner à cette classe de CM1, CM2. Je retrouve certains élèves que j'ai vus au printemps dernier aussi, qui ne sont pas dans ma classe en temps normal, mais j'étais disponible. J'organise en même temps le distanciel pour ma classe, mais ça me paraissait normal de venir aussi aider les enfants des personnels qui sont mobilisés pour gérer tout ça. En tout, dans l'école Henri Matisse, 25 enfants de la petite section au CM2 sont venus ce matin avec leur repas froid puisque la cantine, elle, est fermée. Mais Virginie Delaunay, la directrice, a hâte de retrouver tous ses élèves. On espère justement que ça va durer qu'une semaine de façon à récupérer nos élèves dès le 26 avril en présentiel. C'est vraiment important de les avoir tous sur place. Et dans toute l'académie de Toulouse, près de 10 000 écoliers et collégiens prioritaires ont été accueillis aujourd'hui dans 900 établissements. Le reportage de Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Une enquête ouverte par le parquet de Paris pour mise en danger de la vie d'autrui après la messe de Pâques célébrée samedi à l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile. Ça se trouve dans le 9e arrondissement de Paris, sans aucun respect des gestes barrières. Et de son côté, le diocèse fait part de sa stupéfaction. La reprise des fouilles aujourd'hui dans les Ardennes, à la recherche d'Estelle Mouzin. De nouvelles recherches à la lumière des déclarations de Monique Olivier, l'ex-compagne de Michel Fourniret. Pour la première fois, vous savez qu'elle a reconnu avoir joué un rôle dans la séquestration de la petite fille et donné des indications sur le lieu où elle aurait été enterrée par le tueur en série. Pour la famille, c'est l'espoir de pouvoir enfin retrouver le corps de l'enfant. Maître Didier Seban est le père d'Estelle Mouzin. Jusque-là, elle s'était cantonnée dans une version disant qu'elle était simplement informée, mais qu'elle avait créé l'alibi, mais qu'elle n'avait pas participé. Et je crois que là, il y a eu un tournant. Ce sont des aveux de sa participation, mais tous les meurtres de Michel Fourniret, ou presque, ont été commis à 4 mains. C'est Monique Olivier qui a été sa muse criminelle, si j'ose dire. Il avait besoin d'elle, et donc c'est à elle qui racontait tout. C'était elle qui était son miroir. Évidemment, Michel Fourniret ne peut plus parler aujourd'hui. Il est muré dans une maladie mentale qui fait que je crois qu'on ne tirera plus rien de lui. L'espoir, c'est Monique Olivier pour qu'elle puisse nous aider à retrouver Estelle. Maître Didier Seban, l'avocat du père d'Estelle Mouzin, joint pour Europe 1 par Marion Dubreuil. Le réquisitoire, toujours à propos de justice, dans le procès d'un attentat djihadiste déjoué, c'était en 2016. Oui, la perpétuité a été requise aujourd'hui contre Reda Cricket et ses 2 co-accusés. Puis dans l'affaire du Mediator, le parquet fait appel de la relaxe partielle des laboratoires Servier. Relaxe pour les faits d'escroquerie et d'obtention indue de mise sur le marché de ce médicament. Europe 1, Julien Bugier. 18h08, restez avec nous dans quelques secondes. L'entreprise Urgo qui investit 100 millions d'euros pour créer une peau artificielle, on vous dit tout. Et puis la baisse des températures, cauchemar des viticulteurs notamment. A tout de suite. La suite du journal avec cette petite révolution dans le monde de la santé. Grosse révolution même. Le groupe Urgo, installé près de Dijon, en Côte d'Or, veut recréer, tenez-vous bien, de la peau artificielle. Oui, Urgo, dont on connaît tous bien sûr les pansements. Alors réussir à reconstituer une peau artificielle, ce serait évidemment une prouesse médicale. Carole Ferry, le groupe d'ailleurs n'a pas lésiné sur les moyens. Bah oui, c'est quand même un investissement de 100 millions d'euros qui a même été salué dans un tweet par le président Emmanuel Macron qui parle d'une grande fierté. L'État a d'ailleurs participé à hauteur de 22,8 millions. Alors l'idée concrètement c'est de recréer, vous l'avez dit, de la peau artificielle. Aujourd'hui, quand il faut faire une greffe, on prélève de la peau
ailleurs sur le corps du patient. C'est très fréquent, par exemple, chez les grands brûlés. Et forcément, ce serait une révolution d'avoir une sorte de vraie peau à greffer, un peu comme un pansement, sauf que c'est extrêmement compliqué à reproduire. Le groupe Urgo-Médical n'est pas le premier à tenter le pari, mais son président, Guirec Leloup, est convaincu qu'il a les atouts nécessaires pour réussir. Il était l'invité de la France Bouge ce midi sur Europe 1. On pense qu'on peut y arriver parce qu'on s'est entouré d'une Dream Team française, des meilleurs chacun dans leur domaine, un consortium. Par exemple, il y a le laboratoire, le LBTI, qui est un laboratoire spécialisé dans la plaie, quelles sont les molécules, les cellules qui fonctionnent et qui aident à la cicatrisation. Et on a aussi des acteurs un peu plus originaux, comme par exemple Dassault Systèmes, qui va nous aider à modéliser le comportement du corps humain pour aller plus vite dans le développement du produit. Alors là, tout se met en place, mais il faudra du temps pour voir si ce consortium réussit son pari. Sans doute au moins une dizaine d'années. Merci beaucoup à Carole Ferry du service Éco d'Europe 1. L'économie, justement, un an après avoir sauvé Air France de la faillite, en lui accordant un prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros et garantissant un prêt bancaire de 4 milliards d'euros, le gouvernement français vole une nouvelle fois au secours de la compagnie aérienne. Oui, une deuxième rallonge avec des contreparties, comme on vous l'annonçait dès hier. Prix à payer pour Air France, la compagnie devra céder 18 créneaux de décollage et d'atterrissage qui seront attribués à d'autres compagnies déjà présentes à l'aéroport d'Orly. Alors, vous l'avez remarqué, un coup de froid s'est aussi abattu sur la France depuis maintenant 48 heures et ça va durer, nous dira tout à l'heure Anissa Haddadi. Après les températures estivales de la semaine dernière, le contraste est saisissant et si notre morale en prend un coup, les plantes, elles, non plus n'apprécient pas du tout, Isabelle. Oui, Anissa nous dira même qu'on a battu des records de froid hier et que ça devrait encore baisser demain matin. Moins 6 degrés ce matin, Beauvais dans l'Oise par exemple. Alors, c'est pas bon effectivement pour notre morale, c'est pas bon non plus pour les fleurs, pour les plantes, pour les vignes qui commençaient à bourgeonner. Pour elle, Johanna Chabas, ce coup de froid, c'est le pire des moments. Et évidemment, les arboriculteurs, les maraîchers et bien sûr, les viticulteurs sont très inquiets et ils cherchent la parade. Oui, dans presque toutes les régions de France, la principale méthode sera de réchauffer l'air autour des récoltes. Pour y arriver, Sylvain Thiollier, viticulteur en Savoie, prévoit une solution originale, faire voler un hélicoptère au-dessus de ses vignes. Là, le principe, c'est de brasser l'air plus chaud en altitude pour remplacer l'air froid qui s'accumule en bas de parcelle. Donc souvent, on fait ça au lever du jour parce que c'est souvent là qu'il fait le plus froid. Si on se met à plusieurs, qu'on le fait voler sur une dizaine d'hectares, finalement ramené à l'hectare, ça va être autour de 200 €. Alors pour éviter ces dépenses, d'autres préfèrent préparer leurs plantes en amont. Gauthier Roussille possède 6 hectares de chardonnay bio près de Mâcon. Pour cet épisode de gel, il a déjà aspergé ses vignes de tisane. Et oui, ça permet de renforcer les défenses immunitaires de la plante. On va asperger cette tisane sur la vigne. En pénétrant dans la vigne, il va permettre de concentrer la sève et donc abaisser le point de congélation. Donc ça va permettre de résister à 1 degré ou 2 degrés de plus de gel. Si la température ne descend pas en dessous, ça permet aux bourgeons de survivre et donc de sauver la récolte. Si ce n'est pas suffisant, il lui reste, comme pour beaucoup d'agriculteurs, les bougies. Ces petits feux créent un manteau de chaleur au pied des plants. Mais à 3 000 € l'hectare, cette solution coûte cher. La tisane pour les vignes, comme pour nous. Merci Johanna Chabas. Le vin, c'est important quand même à consommer avec modération. Évidemment. Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30. Alors justement, tiens, la météo avec Anissa Haddadi qui nous annonce un temps plus calme demain, mais aussi, Anissa, plus froid. Et oui, malheureusement, c'est vrai qu'après ce qu'on vient d'entendre pour les viticulteurs, c'est pas franchement des bonnes nouvelles que je vais vous annoncer parce que même si le ciel est dégagé sur une grande partie du pays demain et que le soleil va s'installer vraiment quasiment partout, sur la Côte d'Azur et la Corse, nous aurons quand même des nuages et des averses, notamment des giboulées. Demain, ce sont les températures qui vont encore chuter et c'est ça l'info notable avec moins 6 à Nevers demain matin, moins 6 pour Aurillac, moins 4 à Mont-de-Marsan et Rouen, moins 3 à Saint-Étienne et à Blois, moins 2 à Clermont-Ferrand. Ça y est, on est en dessous de 0 sur Paris avec moins 1 degré demain matin, 7 degrés pour Ajaccio. Dans l'après-midi, le temps reste calme, sec et ensoleillé sur presque toute la France. Seul le Cotentin, la Côte d'Azur, la Corse et l'Alsace seront sous les nuages et les averses. Et puis les températures encore fraîches demain après-midi, 7 à Dunkerque, 9 à Lille, 10 degrés seulement pour Paris, 15 à Marseille et 16 pour Perpignan. Je vous parlerai des records de froid battus ce matin, je vous dirai ça à 18h30. Bien, mais ça progresse, On reprend quelques degrés demain au réveil. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure, donc à 18h30.